Voici une correction du deuxième brevet blanc. Dans ce sujet, on vous explique qu'en fait, pour explorer les fonds marins, on utilise des sous-marins de loisirs électriques. Dans ce sujet, on se propose d'étudier successivement la mise à l'eau d'un sous-marin, le système de recyclage de l'air et les choix des batteries pour l'exploration d'une épave. La première partie est sur 11 points, ce qui correspond à peu près à la moitié de la note de l'examen. Donc en fait, il faut envisager d'y passer un peu moins d'un quart d'heure. On nous explique ici que le sous-marin est suspendu par un câble à l'arrière du bateau. On a un schéma un peu plus haut qui nous explique la situation. Le sous-marin est descendu verticalement à vitesse constante. Cette partie de phrase va être importante pour comprendre la première question. À l'aide d'une phrase, décrire le mouvement du sous-marin lors de sa descente en s'appuyant sur deux propositions suivantes. Rectiligne, circulaire, mouvement dont la vitesse varie et uniforme. Ici, on voit que, d'après les éléments qui nous sont fournis ici, le sous-marin est descendu verticalement, ce qui implique que le mouvement soit rectiligne, puisque de fait la trajectoire est une droite, et la vitesse constante nous indique que le mouvement est uniforme. Voici donc une première proposition de rédaction pour cette réponse. Le mouvement est rectiligne car la trajectoire est une droite. Toujours pensez à justifier vos réponses. Deuxième partie de la réponse, le mouvement est uniforme car la vitesse est constante. Cette question était évaluée sur 4 points. 4 points, 2 points pour les mots rectiligne et uniforme et 2 points pour leur justification. Continuons la suite de la correction. Les questions étaient différentes en fonction que vous soyez en 3A, 3B, 3C ou en 3D, 3E, 3F. Pour les 3A, 3B, 3C, on vous explique que le sous-marin subit une action mécanique exercée par le câble et une action mécanique exercée par la Terre, son poids. On aurait pu ici vous demander de réaliser un diagramme objet-interaction où ces deux interactions auraient été représentées. On rappelle que les actions à distance sont représentées par un trait pointillé alors que les actions de contact sont représentées par un trait plein. Donc ici, cette action mécanique aurait été représentée en pointillé et celle-ci par un trait plein. On vous explique ensuite que pour être remonté, le sous-marin doit subir une action mécanique de la part du câble. On l'appelle la force exercée par le câble sur le sous-marin. Et cette force doit être supérieure à son poids. La question qu'on vous pose est celle-ci. Montrez que lorsque le câble exerce une force de 12 000 newtons, le sous-marin peut être remonté. Si on utilise les indications fournies par l'énoncé un peu plus tôt, cela signifie qu'il va falloir comparer le poids de l'objet à la force exercée par le câble sur le sous-marin et vérifier que ce poids soit inférieur à 12 000 newtons. Nous pouvons commencer la rédaction de notre correction en indiquant ce qu'on envisage de calculer. Ici, je calcule le poids du sous-marin qu'on va symboliser par l'expression P sous-marin. Nous pouvons directement utiliser la relation qui était rappelée dans l'énoncé. J'utilise la relation P égale m fois g. Ici, notre inconnu est le poids, ce qui signifie qu'on doit rechercher dans l'énoncé des valeurs pour la masse et pour la gravité. Dans l'énoncé, on nous fournit bien la masse du sous-marin avec ses ballasts remplis d'eau et la gravité sur Terre. Nous reportons ces informations dans notre rédaction. Je sais que la masse est égale à 8350 kg et la gravité est égale à 10 newtons par kg sur Terre. Poursuivons notre rédaction. L'inconnu étant le poids, nous remplaçons m et g par leurs valeurs fournies dans l'énoncé.
Ce qui nous donne comme expression, le poids du sous-marin est égal à 8350 kg, j'ai remplacé m par sa valeur, multiplié par 10 Newton par kilogramme, on a remplacé g par sa valeur. Pensez bien à conserver les unités lorsque vous remplacez des lettres par des nombres, cela permet de vous corriger si jamais une erreur de calcul intervenait. Réalisons ce calcul. Ici, une simple multiplication par 10 signifie qu'on rajoute un 0 à l'expression précédente. On trouve donc un poids de 83 500 newtons pour ce sous-marin rempli d'eau. Et là, on constate que malheureusement, un petit problème se pose, puisqu'on nous disait que le sous-marin exerçait une force de 12 000 newtons, alors que nous avons trouvé un poids de 83 500 newtons. On peut donc indiquer qu'on remarque que 83 500 newtons est supérieur à 12 000 newtons, ce qui entraîne que le poids du sous-marin est supérieur à la force exercée par le câble sur le sous-marin. Donc ici, la conclusion qu'on devrait tirer est que le câble ne peut pas remonter le sous-marin. Une erreur s'était glissée dans l'énoncé. Soit il aurait fallu indiquer la masse du sous-marin lorsqu'il n'est pas rempli d'eau. En effet, quand on remonte le sous-marin, en général, on a vidé ses ballasts. Soit il aurait fallu exercer une force supérieure à 12 000 newtons, par exemple 120 000 newtons, où là, en fait, on n'aurait pas eu de souci. Rassurez-vous, pour l'évaluation de cette question, si votre réponse a été cohérente, tous les points vous ont été donnés. Analysons à présent la question qui était posée aux 3D, 3E et 3F. La structure de la réponse va être exactement identique. On va vous demander un calcul après vous avoir rappelé une expression mathématique, et ensuite on va attendre de vous une comparaison. Analysons l'énoncé. Pour plonger sous la surface de l'eau, le sous-marin doit avoir une masse volumique, notée ρS, la masse volumique du sous-marin, supérieure à celle de l'eau de mer, notée ρE, la masse volumique de l'eau. Pour cela, ces ballasts, ce sont des réservoirs, sont remplis avec de l'eau. Montrez que lorsque les ballasts sont remplis d'eau, le sous-marin peut effectivement descendre. Donc ici, il va falloir calculer la masse volumique du sous-marin rempli d'eau. Nous pouvons donc commencer la rédaction de la correction pour les 3D, 3E, 3F en indiquant que nous calculons la masse volumique du sous-marin rempli d'eau qu'on note ρS. L'énoncé nous a rappelé l'expression mathématique que nous devons utiliser. Nous pouvons rédiger, j'utilise la relation ρ égale m sur v. Pour rappel, ρ est la masse volumique, m est la masse, v est le volume. Petit rappel sur les unités, si la masse s'exprime en kilogrammes et le volume en litres, la masse volumique sera en kilogrammes par litre. Si la masse est en kilogrammes, le volume en mètres cubes, la masse volumique sera en kilogrammes par mètre cube. Notre inconnu ici est ρ, puisque nous calculons cette masse volumique. Il nous faut donc rechercher une valeur de masse, une valeur de volume. Dans l'énoncé, on nous fournit bien le volume du sous-marin et on nous fournit également la masse du sous-marin lorsque les ballasts sont remplis d'eau. Nous avons donc les deux informations qui nous permettent de réaliser le calcul. Nous indiquons donc que nous savons que la masse est égale à 8350 kg et que le volume est égal à 7,5 m3. La masse est en kilogrammes, le volume est en mètres cubes, notre masse volumique sera exprimée en kilogrammes par mètre cube. Il nous suffit maintenant de remplacer dans l'expression ρ égale m sur v les valeurs de m et v par celles que nous avons trouvées, ce qui nous donne une masse volumique du sous-marin égale à 8350 kg divisé par 7,5 m3. Je vous rappelle à nouveau que lorsque vous réalisez un calcul en remplaçant des lettres par des nombres, je vous conseille de conserver les unités. En réalisant ce quotient à la calculatrice, on trouve un résultat arrondi au dixième
de 1113,3 kg par mètre cube. Je vous rappelle que si aucune indication ne vous est fournie dans l'énoncé, arrondir au dixième est satisfaisant au collège. On pourrait argumenter ce choix en indiquant qu'ici, le volume est arrondi lui-même au dixième. Revenons à notre énoncé pour conclure. On nous avait indiqué dans le début de l'énoncé que la masse volumique du sous-marin doit être supérieure à celle de l'eau de mer pour que le sous-marin puisse plonger. Nous avons trouvé une masse volumique du sous-marin égale à 1113,3 kg par mètre cube et on nous rappelait dans l'énoncé la masse volumique de l'eau de mer égale à 1025 kg par mètre cube. Nous pouvons donc remarquer que la masse volumique de l'eau de mer est inférieure à celle du sous-marin. En effet, 1025 kg par mètre cube est inférieur à 1113,3 kg par mètre cube. Terminons avec une phrase-réponse en indiquant que nous concluons que le sous-marin peut plonger lorsque ses ballasts sont remplis d'eau. Passons à la partie grand B de ce sujet de brevet blanc. On remarque ici un tableau qui nous indique donc le symbole des éléments, leur nom et le nombre de charges, mais on y reviendra dans une autre leçon. Il s'agit ici de problèmes de chimie. Dans le sous-marin, le dioxyde de carbone rejeté par les occupants est éliminé par un système de recyclage de l'air reposant sur une transformation chimique. Cette transformation chimique est décrite par l'équation de réaction CaO2H2 plus CO2 forme CaCO3 plus H2O. Donc, si on devait lire cette équation de réaction en le lisant sous forme d'une phrase, on pourrait lire que l'hydroxyde de calcium réagit avec le dioxyde de carbone pour former du carbonate de calcium et de l'eau. Dans la question suivante, on nous demande de donner le nom du produit de réaction dont la formule chimique est H2O. Rappelons que les produits de réaction sont situés à droite de la flèche. On retrouve bien H2O parmi les produits de réaction. Il s'agit ici d'une question classique de cours et de connaissance de cours. La molécule dont la formule est H2O s'appelle l'eau. Passons à la question suivante. On nous demande de préciser le nom et le nombre de chacun des atomes présents dans la formule chimique CaO2H2. On remarque ici qu'on a affaire à trois différents types d'atomes. Pour rappel, le symbole d'un atome commence par une majuscule. Si une minuscule suit, c'est qu'en fait on a dû ajouter une minuscule pour éviter de confondre cet atome avec le carbone qui avait pour symbole C. Retournons sur notre classification périodique. L'atome dont le symbole est Ca se trouve ici. Il s'agit du calcium. Reprenons la formule chimique du composé. Ca n'est pas suivi d'un nombre. Cela signifie qu'il y a un atome de calcium dans ce composé chimique. O fait partie des symboles que vous devez connaître en troisième. Il s'agit du symbole de l'atome d'oxygène. Il est suivi du chiffre 2, ce qui signifie que cette espèce chimique contient deux atomes d'oxygène. Même raisonnement pour le symbole suivant. H est le symbole de l'atome d'hydrogène. Il est suivi du chiffre 2. Cela signifie que cette espèce chimique contient deux atomes d'hydrogène. Nous pouvons corriger cette sixième question en indiquant que la formule chimique CaO2H2 signifie la présence d'un atome de calcium, Ca, de deux atomes d'oxygène, O2, et de deux atomes d'hydrogène, H2. Passons à la septième question. On nous demande de montrer, en nous appuyant sur l'équation de la réaction chimique, que le système de recyclage permet bien d'éliminer le dioxyde de carbone. Ici, il s'agit d'une question qui permet de vérifier que vous avez compris la signification
de cette équation de réaction. Pour rappel, les composés écrits à gauche de la flèche sont des réactifs. Ils disparaissent lors de la transformation chimique. Les composés situés à droite sont des produits de réaction. Ils apparaissent, ils sont formés par la transformation chimique. Ici, le dioxyde de carbone fait partie des réactifs, puisqu'il se trouve à gauche de la flèche. Puisqu'il s'agit d'un réactif, il va être consommé par cette transformation chimique. Donc il va disparaître, ce qui va permettre d'absorber le dioxyde de carbone. Voici une réponse possible pour cette question. Le système de recyclage permet bien d'éliminer le dioxyde de carbone, car CO2 est un réactif, il est consommé par la transformation chimique. Ici, bien sûr, il fallait également savoir que le dioxyde de carbone a pour formule CO2. Cette question était évaluée sur 2 points. Un point si vous nommiez le CO2 comme réactif, et un point si vous émettiez l'idée qu'il était consommé ou qu'il disparaissait lors de cette transformation. Passons à la 8e question. On nous explique qu'en faisant réagir 5 g de CaO2H2, ici, 5 g, on récupère 6,8 g de CaCO3 et 1,2 g de H2O. On nous demande de déterminer en justifiant la masse de CO2 éliminée lors de cette réaction chimique. Ici, implicitement, on attend de vous que vous utilisiez la conservation de la masse. En effet, vous avez vu en cours que lors d'une transformation chimique, la masse se conserve, c'est-à-dire que la masse des réactifs est égale à la masse de tous les produits formés par cette transformation. Nous pouvons commencer la rédaction de cette réponse en indiquant qu'on utilise la conservation de la masse, ce qui nous permet d'écrire que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Pour ce qui concerne la masse des réactifs, il nous fera donc tenir compte des 5 g de CaO2H2 et de la masse de CO2 que nous ignorons. Ce qui nous permet de compléter la partie gauche de notre égalité. La masse des réactifs correspond aux 5 g de CaO2H2 et de la masse de CO2 que nous recherchons. Pour ce qui concerne la masse des produits de réaction, nous trouvons 6,8 g de CaCO3 et 1,2 g d'eau, H2O. Cela nous permet de compléter l'égalité du côté droit. La masse des produits est égale à 6,8 g plus 1,2 g. Nous nous retrouvons donc avec une équation assez simple à résoudre. Notre inconnu est la masse de dioxyde de carbone. À gauche, nous avons un élément dont nous voulons nous débarrasser. Une solution pour se débarrasser des 5 grammes ici afin d'isoler la masse de dioxyde de carbone, c'est de retirer 5 grammes à gauche de l'égalité. Bien sûr, pour que cette égalité reste valable, il faut retirer à droite la même quantité, donc 5 grammes. Nous avons simplifié cette relation en retirant 5 moins 5, ce qui nous reste simplement à gauche la masse de CO2. À droite de l'équation, il nous reste 6,8 g plus 1,8 g moins 5 g, soit une masse de CO2 égale à 3 g. Nous pouvons conclure avec une phrase réponse. Lors de la réaction chimique, 3 g de dioxyde de carbone, CO2, ont été consommés. Remarquons que cette valeur de 3 g est assez faible. Ici, à titre indicatif, on remarque que la production pour une voiture économique, donc un petit véhicule, est environ de 82 g de dioxyde de carbone produit par kilomètre parcouru. Passons à la dernière partie du sujet. Partie C. On nous explique qu'on souhaite réaliser l'exploration d'une épave avec un sous-marin équipé d'un moteur électrique dont la puissance vaut 8 kW. La durée de l'exploration est de 3 heures minimum. Et pour un bon fonctionnement du sous-marin, il est impératif que la masse des batteries ne dépasse pas 200 kg.
On retrouve un tableau qui nous donne les caractéristiques de différentes batteries. Pour les 4 batteries A, B, C, D, on nous fournit l'énergie électrique qu'elles sont capables de stocker en kWh, 15 kWh pour la première, 27 kWh pour la dernière, et on nous fournit à chaque fois la masse de la batterie, 90 kg pour la première, 210 kg pour la dernière. On nous rappelle enfin que 1 kWh correspond à l'énergie consommée par un appareil de puissance 1 kW pendant 1 heure. C'est une façon indirecte de nous rappeler l'expression E égale P fois T. L'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps. La première façon d'aborder le problème est d'essayer de déterminer l'énergie que va consommer un sous-marin dont le moteur a une puissance de 8 kW et qui fonctionne pendant 3 heures, et de comparer l'énergie consommée par ce moteur aux énergies stockées par les batteries. On peut donc commencer la rédaction de cette correction en indiquant qu'on calcule l'énergie stockée par le moteur. Pardon, l'énergie consommée par le moteur. On peut indiquer qu'on utilise la relation E égale P fois T, E est l'énergie en kWh, P est la puissance en kW, T le temps en heures. Notre inconnu ici est l'énergie. Il nous faut donc une valeur pour la puissance, une valeur pour le temps. L'énoncé nous fournit ces informations, une puissance de 8 kW et un temps minimum de 3 heures.